Et voilà, bienvenue officiellement dans le chapitre 7 des scripts Shell. Donc, ça va nous toffer au moins 2 semaines, ce chapitre-là. C'est notre avant-dernier chapitre. Après ça, il va nous rester de la réseautique pour couvrir le restant du cours. Donc, soyez contents, on tire vers la fin, là. Fait que, on va aller regarder le principe de programme puis script. C'est quoi leur différence? C'est quoi qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qui nous permet de faire l'un, de faire l'autre? Nous, on va s'attarder sur les script shells. Donc, on va voir comment créer les script shells, comment les exécuter. Puis après ça, on va aller voir toutes les sous-commandes de Bash, toutes les instructions à l'intérieur de Bash qui ont rapport avec la création, la gestion de scripts. Donc, on va voir que des scripts, c'est juste une manière fancy de dire on exécute plein d'instructions de Bash, là. Fait que toutes les choses qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir les faire autant dans le shell directement que dans un script. Fait qu'on va avoir une panoplie d'options, une panoplie de nouvelles choses à regarder ensemble pour être capable de comprendre tout ce qui est possible dans le but d'automatiser certaines tâches. Fait, commençons avec la différenciation entre les choses qui s'exécutent sur un ordinateur. Donc, il existe en fait 2 grandes familles de choses qui s'exécutent. La première, puis celle avec laquelle on est la plus souvent habitué, ça va être le principe d'un programme binaire. Okay? Donc, le principe du programme binaire, il est en langage machine. Donc, c'est des 0 puis des 1, là, puis les 0 puis des 1, ils sont des instructions machine, là, genre ajoute-moi tel registre avec tel registre, puis mets ça dans tel registre. Fais-moi un saut à tel numéro d'adresse mémoire. OK? Donc, vous allez voir la création de ce genre de programme-là, puis la gestion de ce genre de programme-là dans des cours comme INF 2171, qui est assembleur et langage machine, ou sinon dans un cours de compilation, okay, qui est quelque chose comme 4040, je ne suis plus certain, où c'est que tu peux voir comment tu prends du code puis que ça devient du langage machine, mais le principe, c'est que c'est quelque chose que si tu ouvres, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Okay? Parce que le principe, c'est que c'est juste des 0 et des 1 qui sont directement lus par la machine elle-même, puis qui va être exécuté directement sur le processeur, sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec les programmes binaires, c'est que puisque c'est un langage machine, il faut qu'il soit approprié à la machine sur laquelle tu es en train de l'exécuter. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une architecture spécifique. Ça veut dire qu'un programme binaire qui roule sur ton téléphone ne peut pas rouler sur ton ordinateur qui roule un processeur Intel x86, qui roule sur mon processeur avec un chip ARM de Apple. Okay? Donc, les architectures des processeurs ont de l'importance. Deuxième chose, c'est que habituellement aussi ces programmes-là vont essayer de faire appel à des éléments qui sont spécifiques à l'environnement dans lequel il a été créé. Okay? Fait que même si on a la même architecture, okay, donc un processeur x86, x64 qu'on a dans la majorité des PC de nos jours, si je crée un programme pour Windows, je ne peux pas le prendre, l'apporter directement sur Linux, puis espérer que ça marche. Okay? Donc, même si les instructions sont les mêmes, ces instructions-là vont souvent faire appel à des librairies, à des environnements spécifiques, puis il va falloir faire attention pour que ça soit compatible. Okay? Donc, par défaut, ce ne l'est pas. Il y a des manières de faire, puis là, c'est très complexe et il y a beaucoup de variations derrière, là, mais il y a des manières de faire en sorte que ça soit compatible. Il y a aussi des langages qui permettent d'avoir des intermédiaires par rapport à ça, comme le Java. Tu le compiles une fois, mais tu l'exécutes à plusieurs places, mais c'est parce qu'il y a un programme intermédiaire, que lui est différent de chacune des architectures. Donc, il y a plein de principes et d'intermédiaires entre les deux, là. Okay, c'est un spectre, c'est pas fité, mais au bout, on a les programmes binaires, c'est du code machine, okay, ça s'exécute directement. On ne peut pas le voir non plus si on essaie de l'ouvrir. C'est littéralement le code binaire en 0 puis en 1 qui fait référence aux instructions de l'architecture.
Mais il existe un autre type de programme qu'on exécute très souvent, particulièrement dans des environnements sous Linux, qui sont des scripts. Donc, le principe du script, c'est que le contenu va être sous forme textuelle. Donc, le contenu va être les instructions dans un fichier texte. Fait que ça veut dire que je peux l'ouvrir, que je peux le modifier, que je peux faire des choses dedans de manière facile et conviviale. Puis, le principe, c'est qu'il ne pourra pas directement être exécuté, parce que ce n'est pas fait pour l'architecture. Il va falloir avoir ce qu'on appelle un interpréteur. OK? Donc, un interpréteur, c'est un programme que lui va être habituellement un programme binaire, qui va être capable de lire le fichier texte, lire chacune des lignes, lire chacune des instructions et de les exécuter de manière dynamique. Fait que le principe ici, c'est aussi une représentation de comme les deux grandes familles de langages de programmation. Il y a des langages de programmation pour faire des programmes compilés, qui donnent des programmes binaires, comme le C. Le Java fait ça aussi. Là. Donc, le principe, c'est que tu as ton point Java, ben, ça donne un point classe, qui peut être après ça, là, il y a une autre partie derrière des machines virtuelles, blablabla, là, mais le principe, c'est que c'est compilé quand même. Mais il existe aussi des langages de programmation interprétés. Donc, le principe, c'est que ça ne te crée pas des binaires. Ça te crée rien pantoute. Tu as directement le fichier script, puis c'est ça que tu partages si tu veux le faire exécuter quelque part d'autre. Donc, il existe une panoplie de langages de scripting. OK? Puis, Bash, le logiciel, a un langage de scripting qui est le langage de scripting de Bash. OK? Puis en fait, les langages de script, là, OK, le but, pourquoi ça existe, pourquoi on en a créé, puis pourquoi il y en a plusieurs, c'est que ça veut être très concis. Le but dans la majorité des langages de scripting, particulièrement ceux-là qu'on va utiliser, qui est celui de Bash, il n'y a pas tant d'options. OK? Donc, si tu regardes des langages compilés comme Java ou des choses, il y a une paquet de choses. C'est un langage à objets, OK? Il y a de la métaprogrammation, OK? Il y a de l'héritage. Il y a plein de patentes, OK, pour conceptualiser un problème. Les langages de scripting, habituellement, ça veut être très, très, très simple pour régler des problèmes simples. OK? Mais, ces problèmes-là sont simples, mais sont habituellement spécifiques à un domaine. OK? Donc, ça va venir régler un aire de problème très spécifique, puis le langage va être construit pour venir travailler à l'intérieur de ce domaine-là. Fait que, pour Bash, le principe, c'est l'exécution de commandes. OK? C'est ça le but de Bash. Fait que le langage de scripting de Bash va venir aider, puis va venir offrir des choses qui vont nous aider à ultimement exécuter des commandes. Fait que tout va être construit autour de ça. Aussi, dans les langages de scripting, d'un point de vue technique, c'est souvent des langages qu'on dit à typage dynamique. Okay? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de déclarer des variables d'avance. Il n'y a pas de type à déclarer. C'est soit inféré ou sinon il n'y en a juste pas ou il y en a juste un. Okay? Donc, c'est très fast and loose. Puis, un dernier élément, habituellement, avec les langages interprétés, c'est que le but, c'est de venir aider une partie problématique, mais habituellement pas d'un point de vue algorithmique ou d'un point de vue d'efficacité. Donc, le principe des langages interprétés, c'est que ça te permet de faire des choses que quand tu le crées, ça se fait rapidement, mais quand tu l'exécutes, ça ne se fait pas nécessairement rapidement. Okay? Parce que le principe de lire un fichier ligne par ligne, puis de faire les instructions, bien, déjà là, on peut voir facilement qu'il y a une espèce d'overhead, là. OK, je vais lire le fichier, je vais lire la ligne, je prends la ligne, je regarde c'est quoi l'instruction, là, j'exécute l'instruction. OK, je vais regarder l'autre ligne, je lis l'autre ligne, je prends l'autre ligne, je regarde c'est quoi l'instruction, j'exécute l'instruction. Déjà là, juste cette boucle-là fait en sorte que c'est plus long que des langages compilés.
La deuxième chose, les langages compilés, eux autres, quand ils compilent, ils vont regarder tout le programme d'une shot. Fait qu'ils peuvent prendre des décisions en disant, OK, ben la variable que tu as déclarée là, pour de vrai, tu ne l'utilises pas avant comme genre 8 programmes plus loin. Là. Fait que moi, je peux l'initialiser là-bas, puis ça va juste être fait à l'intérieur quand tu t'appelles une fonction, blablabla, puis ça fait en sorte que 80% du temps, elle ne sera pas déclarée, fait que ça va être plus vite. T'sais. Donc, en ayant une vision globale, les programmes compilés sont aussi capables d'avoir des bien meilleures performances. Là, ici, je vais mettre une astérix à qu'est-ce que je viens de dire, parce que les langages interprétés modernes, comme Python, ont des interpréteurs qui sont rendus extrêmement intelligents pour voir de manière dynamique ou prendre des raccourcis ou essayer d'être efficace. OK? Donc, c'est quand même vrai là, que ça va être plus lent, là, mais c'est moins vrai qu'il y a 10 ans, mettons. Ici, juste pour faire un petit éventail des différents langages de scripting les plus populaires. Là. Okay, donc, il y en a 8 ici, là, mais il y en a bien plus que 8. Là. Mais c'est sûr qu'on entend le plus souvent parler. Donc, on a les gentils petits icônes. Fait que si on les regarde, là, juste dans votre tête, tu es comme, j'en connais combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Si on les regarde, on a le premier en haut à gauche, c'est Python. Okay, donc, en ce moment, Python est extrêmement populaire autant dans le scripting général, donc faire des petits programmes qui gèrent des petits problèmes possiblement mathématiques, mais est extrêmement utilisé dans l'intelligence artificielle, dans le machine learning, dans la vision, donc dans les data science, là, okay, c'est pas mal un des de facto. On a le PHP, qui était très cool, okay, c'est devenu hors mode ces temps-ci, mais c'était le langage qui était le plus utilisé pour créer des pages web dynamiques. Donc, pour créer des applications web, c'était le langage qui était pas mal utilisé. Ça a été dépassé par JavaScript aujourd'hui. Okay? Donc, le principe JavaScript, c'est le langage qui roule à l'intérieur du navigateur. Okay? Vous irez voir ça dans votre cours de programmation web et de programmation web avancée. Donc ici, il y a les sigles 3190 puis 5190. Mais initialement, le JavaScript était seulement fait pour être du côté client. Okay? Donc, tu télécharges la page, tu as besoin d'une animation dans la page, ça va bien. Puis le PHP était utilisé pour le serveur, okay? Qui gérait les connexions, qui gérait l'état, qui avait la programmation du système lui-même. Bien, aujourd'hui, on a maintenant des versions de back-end, des versions du serveur qui peuvent s'exécuter en JavaScript. Puis le monde se sont dit, bien, pourquoi est-ce que j'apprendrais 2 langages quand je peux juste en utiliser un? Fait que JavaScript est devenu aussi le langage de facto des serveurs. Les langages des serveurs, il y en a, tu peux utiliser n'importe quel en passant. Là, le PHP, c'était un des populaires, là, mais tu peux faire ça en C++, tu peux faire ça en Java. Maintenant, tu peux faire ça en JavaScript. C'est pas un problème. On avait dit que Python était comme le plus populaire pour les data science. Il y a une compétition qui existe avec le langage R. Donc, le langage R, ça a été un langage qui a été créé plus pour des statistiques, donc pour des problèmes purement de données, purement de probabilité. Okay? C'est R qui est aussi beaucoup utilisé. Ensuite, on en a 2 qui... Alors, eux aussi ont perdu de leur modernité avec le temps. Là. Okay? Pas pour des bonnes raisons nécessairement, mais avant Python, on avait Ruby, okay, qui était un langage interprété qui est encore très très bon, mais puisqu'il ne s'est pas trouvé sa propre niche okay, dans laquelle ouvrir, travailler, il est un peu été mis dans des oubliettes. Là. Okay? Donc, Ruby, puis particulièrement, il y avait une plateforme, une librairie qui était Ruby on Rails, qui me permettait aussi de faire des sites web. Donc, ça a été aussi un grand compétiteur, puis ça a failli surpasser le PHP pendant un certain temps, mais le JavaScript est arrivé, puis il a comme fait, bien, on peut juste avoir un langage. Ça s'est perdu. On a aussi le Perl, qui a été très utilisé pour un langage de scripting à la place de Bash.
Donc, on avait beaucoup de testing qui était fait avec du Perl pour tester des applications, tester des environnements. Okay? C'est encore sa niche courante, surtout par effet de momentum. Okay? Donc, des compagnies que ça fait 25 ans qu'ils l'utilisent, ils ne vont pas commencer à tout remplacer du jour au lendemain. Après ça, on a celui qui a été écrasé sous le poids de son ancienneté, qui est Visual Basic. Donc, c'est un langage qui était basé sur Basic, un des premiers langages de programmation, qui est devenu Visual Basic. Donc, c'était sous l'empire microsoftien. Donc, c'était un langage qui permettait de faire des applications complètes. Ça a été remplacé par du C#. Puis, en fait, ça existe encore un peu. C'est encore sur le life support là, en tant que le VB.net. Donc, le Visual Basic.net existe encore. Mais le principe, c'est que le futur est complètement avec C#. Okay? Encore une fois, .net, qui est comme la librairie que Microsoft offre avec ça. Il existe un dernier vestige de Visual Basic, qui est Visual Basic for Applications, VBA, qui est en fait le langage de programmation qui est intégré à la suite Office. Donc, dans la suite Office, là, si tu ouvres Word ou Excel, tu pèses ça sur Alt F11, okay? Puis tu vas voir que tu as un IDE complet derrière qui se cache, dans lequel tu peux aller travailler avec l'environnement de ton application d'Office, puis avoir des programmes qui roulent plutôt que des macros bizarres d'Excel. Ouais. Moi, ce que je connaissais, qui avait le même logo que Visual Basic, c'est Visual Studio. Est-ce qu'il y a un lien? Ben, en fait, ça, c'est le rebranding de Microsoft, là, des Visual Tout, tu sais. Fait que Visual Studio, c'est celle-là. En fait, c'est effectivement l'icône de Visual Studio, qui était l'environnement de développement pour faire du Visual Basic, mais qui est maintenant l'environnement pour faire du C# ou du C++. Puis, si tu squintes, puis l'icône devient bleue, c'est aussi l'icône de Visual Studio Code, qui est l'éditeur de texte de Microsoft. Donc, ils ont rebrandé, puis ils ont comme mis le même icône partout pour dire comme on a juste besoin de changer la couleur pour que ça fasse des changements. Puis, on a le dernier, mais non le moindre, qui est Bash, okay? Qui est le langage de scripting que nous, on va utiliser, qui est le moins, complexe de la gang, ou le moins avec plein de features puis plein d'affaires, là, okay? Mais c'est en fait celui-là qui est presque le plus convivial pour l'environnement, puis en fait qui est utilisé le plus sur les systèmes d'exploitation. Pourquoi? Bien, parce qu'il est là par défaut. Okay? Il marche depuis 40 ans. Okay? On n'a pas besoin de se casser trop les baskets. On sait que c'est une valeur sûre. Fait que sous Unix, okay? Quand on dit qu'on exécute une commande, quand on veut exécuter un programme, le principe, c'est qu'il faut que ce soit juste un fichier exécutable. Okay? Donc, tant que c'est un fichier exécutable, on est correct. Fait que le principe, c'est qu'on peut regarder, mettons, bin bash, hein? Puis si je regarde un deuxième, juste pour voir la différence. Donc, on se souvient, file, c'est une commande qui me permet de regarder le fichier, puis qui va essayer de déterminer le type de fichier. Fait que si on regarde ça, on en a deux, OK? Qui est, si on regarde le bin bash, c'est un L64-bit LSB Shared Object ARC64, blablabla. Donc, le principe ici, c'est que c'est un exécutable fait pour, comme étant un programme binaire qui est fait pour l'architecture, dans ce cas-ci, ARC64 de ARM. Donc, c'est mon processeur sur mon laptop weird de Apple moderne. Mais si vous l'aviez, ça serait le même principe, mais avec le x86-64. Donc, c'est un programme binaire. Mais si je regarde, j'ai Vim Tutor, hein, qui, si on se souvient, là,
on avait regardé pour apprendre Vim, là, hein? Donc, c'est un programme que j'exécute, puis il se passe des choses. Ben, si je regarde, c'est un shell script. C'est du texte ASCII qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que je peux faire head de... Je peux regarder le top, puis c'est juste un fichier texte, là. Fait que là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de ton shell, tu peux exécuter autant un programme binaire qu'un script. OK? Le principe, c'est que tant que le programme binaire a le droit X, hein, pour execute, hein, on avait vu les triplets de droit et ainsi de suite pour les triplets de groupe. Donc, tant que tu as X pour les programmes binaires, tu es capable de l'exécuter. Quand tu vas vouloir exécuter un script, il va falloir que tu aies deux droits, le droit d'exécution puis le droit de lecture. Pourquoi le droit de lecture? Ben, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un programme qui aille lire le fichier. Fait que faut qu'il soit capable de lire le fichier pour être capable de l'exécuter. Fait que, ici, juste question connexe qui vient avec ça. On est capable d'exécuter, on se demande si on a un lien symbolique, est-ce qu'on est capable de l'exécuter? Bien, en fait, ce n'est pas un problème parce que le lien symbolique pointe sur un autre. Hein, le lien symbolique lui-même n'a pas de droit. Donc, tant que la chose sur laquelle tu pointes a les bons droits, on est correct. Deuxième chose, est-ce qu'on est capable d'exécuter un programme sans les droits X d'exécution, juste avec le R? Pour les scripts, on peut le faire, mais d'une manière détournée. Donc, le principe, c'est que si j'essaie de l'exécuter directement à l'intérieur de Bash, ça ne fonctionnera pas. Mais, ce qu'on va pouvoir faire, c'est invoquer l'interpréteur, hein, qui lui est un programme binaire, puis de cet interpréteur-là, je vais pouvoir dire « Hey, va lire ce script-là, puis exécute-le. » Donc, si on a un script, okay, soit qu'on l'a exécutable lui-même, ou on l'a en lecture, puis on peut le fournir en tant qu'argument à l'interpréteur, puis c'est l'interpréteur qui va l'exécuter, fait qu'on est correct. Il a eu juste besoin de le lire. Hein, parce que le script, tu as juste besoin de le lire, c'est les instructions. Fait que tant que tu es capable de le lire, quelque part, il y a quelqu'un qui va être capable de l'interpréter. La majorité des programmes ne peuvent pas rouler sans leur environnement. C'est ça qu'on a dit, on avait un programme, tu pouvais avoir, OK, oui, c'est sur Linux, puis si tu l'apportes sur Windows, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'avec cet environnement-là, il s'attend à avoir des librairies. OK? Quand tu fais ton affichage, là, okay, ton print ou ton système out println en Java ou whatever, ton affaire d'affichage fait, pour savoir c'est où l'affichage, pour savoir c'est quoi le mécanisme à l'intérieur, bien, ça prend des bibliothèques système. Okay? Donc, le print, là, ça ne se fait pas tout seul. Il y a quelqu'un qui l'a codé derrière. Bien là, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre du système d'exploitation. Donc, la majorité des programmes doivent avoir des bibliothèques ou des ressources externes pour être capables de fonctionner. Okay? Habituellement, si ce n'est pas là, ça va juste planter. Donc, habituellement, quand tu installes un programme, ça se fait automatiquement. C'est ça le but du gestionnaire de paquets, là, de s'assurer que toutes les librairies et toutes les dépendances sont là. Fait que, on va regarder comment exécuter un programme. Okay? Donc, il y a différentes manières. En fait, il y en a deux fondamentales. Il y en a une où on exécute le chemin direct du programme. OK? Donc, le principe, c'est je peux écrire le chemin absolu du programme, /bin/bash, puis, indépendamment de ce qui est, ça va exécuter, OK, ce programme-là. Là, je viens de rentrer dans un autre bash, je vais ressortir, OK, on est bon. Fait que je peux avoir le chemin vers l'exécutable. Là, ici, j'utilise exécutable, OK, de manière synonyme
que ce soit un programme binaire ou que ce soit un script. Okay? Le principe, c'est qu'il est exécutable, on s'en fout, qu'est-ce qu'il y a derrière. Fait que je peux avoir un programme quelconque exécutable ou un fichier script exécutable, puis avoir le chemin complet. Je peux aussi utiliser le chemin relatif à ce script-là. Donc, attends, si j'ai un script quelconque ici, là, OK, puis c'est dans mon dossier personnel, hein, donc en ce moment, je suis dans le Home. Si je regarde, j'ai le dossier de mon utilisateur courant, puis dedans, j'ai un script. J'ai marqué CD. Je vais juste l'exécuter directement. OK? Là, il y a du stock là, qu'on verra plus tard. Là. Mais le principe, c'est que ça l'a exécuté. OK? Ce qui était important ici, c'est si je retourne à l'intérieur de ce dossier-là, puis je regarde les droits d'accès de ces fichiers-là. OK? Donc, j'ai exécuté le second.sh. Là. Le principe ici, c'est que je peux voir qu'il y a les droits d'exécution, le droit X. OK? Il y a aussi le droit R. Donc, R et X ensemble, qui fait en sorte que je peux l'exécuter directement. Je peux aussi l'exécuter avec un chemin relatif à partir du dossier courant. OK? Si je veux partir du dossier courant, on avait vu que pour indiquer qu'on est dans le dossier courant, on peut utiliser le point tout seul. Donc, le point tout seul me permet de dire du dossier courant va exécuter ce script-là. Fait que si tu as un chemin d'accès, ça va aller exécuter directement ce que tu as écrit. Mais il existe une deuxième manière, qui est la manière qu'on utilise pas mal depuis le début de la session. Parce que quand je tape ls, là, il n'y a pas de programme ls dans le dossier. Là. Fait que là, la question, c'est quand je fais juste nommer la commande, comment il fait pour savoir il est où le programme ls? Hein? Fait que quand je fais type ls, là, mon premier me dit qu'il est type à ls caller auto. Là. Mais si je fais which ls, il va me dire ah, il est dans user bin ls. OK. Comment il a fait pour savoir ça, lui, là? Le principe, c'est qu'il existe une liste des dossiers dans lesquels on va aller regarder, voir sont où les exécutables. Donc, cette liste-là, on l'appelle, OK, c'est les chemins d'accès des exécutables. Là. En anglais, ça a un nom, OK, qui est le path. OK, le chemin d'accès. Donc, le path, ça va être une variable de l'environnement. On va voir plus tard c'est quoi le principe de variable d'environnement. Là. Mais je ne joue pas le variable, vous pouvez comprendre que ça a un nom, puis il y a du stock dedans. Là. Fait qu'on peut aller regarder, puis là, on va voir pourquoi est-ce que ça marche tantôt, là, de marquer ça. Là. Mais on peut aller regarder la variable d'environnement path de cette manière. Je ne suis pas capable d'écrire correctement. Puis, quand j'exécute ça, ce que je peux voir, c'est une liste de dossiers séparés par des 2 points. OK? Fait que je peux voir user local bin, user local sbin, user local bin, user sbin, user bin, sbin, bin, user game, user local games, snap bin. T'sais. Fait que le principe, c'est que quand j'essaie d'exécuter une commande simple, qui n'a pas de chemin, lui, il va aller regarder dans l'ordre, dans chacun de ces dossiers-là, puis il va essayer de trouver le premier qui fonctionne. OK? Donc, on a une liste de répertoire dans laquelle il va aller chercher quand il recherche un exécutable d'une commande simple. Fait que ici, quand j'ai fait le which, hein, je peux voir que ça a été dans user bin. Puis effectivement, ben, user bin, il est dans la liste. OK?
Ça confirme. C'est pas des faussetés que je vous dis. Fait que là, la question, c'est lesquels qui font quoi, là? On peut regarder, juste pour voir à quel point c'est... J'ai tout ça, moi. Je vais avoir Firefox. Je l'ai dessus. Ou sinon, je peux directement les ouvrir. Si, mettons, j'essaye... Mettons, j'essaye Firefox. Ah ben, galon. Firefox, c'est un script. OK, donc le principe, c'est que la majorité du temps, les programmes, OK, sous Unix, ce que tu penses être le programme binaire, ça ne l'est pas. C'est en fait un script qui va setuper l'environnement, qui va setuper les options, qui va s'assurer que tout est correct, puis qu'après ça, lui va partir, OK, le vrai logiciel derrière. OK, qui va avoir un nom comme Firefox bin-web- quelque chose, tu sais, là. Donc, ici, c'est seamless quand on le fait, nous autres. Là. Parce que le principe, c'est qu'il fait juste checker les choses. Habituellement, tout va bien. Il part le programme, puis on n'y voit que du feu. Fait que quand on a un programme qui est un script, OK, on a vu que c'est un fichier texte. Qu'est-ce qui est intéressant? On parle depuis tantôt de l'interpréteur Bash qu'on utilise. Mais Bash est plus versatile que ça. Bash est capable d'exécuter n'importe quel langage interprété dans un script. Fait que la majorité du temps, nous autres, on va être capable de faire des scripts en Bash pour être capable d'exécuter des choses en Bash. Mais si tu as une problématique qui est mieux servie, admettons, par Python ou par Ruby, ben tu peux créer un script en Python ou en Ruby, puis dire à Bash, « Hey, ça c'est un script interprété, mais c'est un script en Python. » Ou c'est un script en Ruby. Exécute-le avec cet interpréteur-là, à la place de l'interpréteur Bash qui vient avec le logiciel Bash. Fait que, pour être capable de décider de l'interpréteur, la première ligne de script va indiquer à Bash c'est quoi l'interpréteur à utiliser. Donc, c'est cette commande-là, OK? C'est ce qu'on appelle le shebang. Puis, ça va être, les deux premiers caractères sont arbitraires. Ça va être un hashtag puis un point d'exclamation. OK? C'est ça le shebang. Puis après ça, on va avoir le chemin absolu. OK, donc, faire attention, il faut que ce soit le chemin absolu, il faut que ça parte de la racine de l'interpréteur qu'il faut utiliser. Voyons voir ça en action. Là. Si je roule Firefox, puis je regarde sa première ligne, shebang, bin, sh. Fait que dans la majorité des scripts que nous, on va faire, on va utiliser l'interpréteur de Bash. Fait que ça va être le shebang /bin/sh. Mais on pourrait avoir des scripts qui seraient bin/python ou bin/ruby ou whatever que tes interpréteurs seraient installés. Puis tu pourrais avoir après ça le restant qui serait du code de ce langage-là à la place du langage de Bash.
Excellent. Donc, si on veut se faire notre premier script à nous, on peut faire ça. Donc, je me fais un petit premier script. À l'intérieur, je mets le shebang. Puis après ça, je peux mettre une commande quelconque. Puis là, je vais essayer de l'exécuter. Puis quand j'essaye, ça ne marche pas. Pourquoi? Les droits! J'ai pas le droit! Par défaut, hein, donc on avait vu qu'il y avait des droits par défaut qui étaient sélectionnés. Dans les droits par défaut, c'est RW, RWR. Il n'y a pas de X là-dedans. Là. Fait que si je voulais démontrer tantôt, je pourrais indiquer que, hey, je veux utiliser l'interpréteur, puis à l'interpréteur, j'y donne mon script. Je ne peux pas changer de droit, ça l'exécuter quand même. Puis, si je le change, avec le plus X, une fois qu'il est exécutable, il utilise l'interpréteur pour être capable de interpréter ça, puis exécuter les différentes commandes. Parfait. C'est ce que je viens de dire. OK. Donc, là, on va aller regarder une panoplie d'éléments qui va venir nous aider. Parce que le principe, c'est que les scripts en bash, ben, il va aller lire chacune des lignes, puis, par défaut, il va essayer de les exécuter une à la suite de l'autre. OK? Donc, on va se donner plein d'outils, plein d'éléments additionnels pour être capable de mieux créer les scripts en bash. Fait que, première chose, on va être capable d'offrir Attends, ici, si je l'ai l'option. On va l'avoir. Moi, je veux N. Ouais. Fait que des fois, je vais vouloir utiliser une commande. OK? Puis, cette commande-là peut être à l'intérieur d'une chaîne, peut être à l'intérieur d'un paquet de choses. OK? Le principe, c'est que ça se peut que je ne sois pas capable de l'écrire moi-même. Fait que comment je fais pour fournir au shell une commande, puis que cette commande-là soit immédiatement exécutée? Donc, on a l'option "-c", OK, pour command, qui me permet de fournir à l'exécutable une chaîne de caractères, puis cette chaîne de caractères-là va être exécutée. OK? Donc, ça va être utilisé quand on va avoir, là, on va avoir plus tard de la substitution, on va avoir des variables, on va avoir un paquet de choses. Le principe, c'est quand j'ai quelque chose de intangible directement, là, mais que je veux que ça devienne une commande qui est exécutée, comment je fais? Bien, je peux utiliser l'option "-c" de mon shell. On a aussi l'option de sourçage, okay? Ce qu'on appelle du sourcing en anglais. Donc, on peut utiliser le point. On va le revoir en action quand on va parler des variables. Mais le principe, c'est que je peux exécuter un script. Premier. Puis, ce qui se passe, c'est que ça va se faire à l'intérieur du processus courant. Donc, on va voir que quand on exécute un script, okay, c'est un peu comme une fonction là, en programmation. Ça veut dire que ça se crée son propre contexte, ça s'exécute, puis après ça, qu'est-ce qu'il y a avec le contexte? Il est jeté aux poubelles. Fait que si je veux qu'il se passe des choses dans le script, mais que ça reste, puis que ça fasse partie de l'environnement courant, je peux utiliser le point avant de faire mon script, avant de faire l'appel à mon script.
avant de jaser du script shell, on aurait le droit à une petite pause. Fait qu'on se donne, arrivé rond, là, on revient à E30 pour commencer à regarder le contenu possible de ça. Donc, on était rendu à regarder les scripts shell plus en détail. Donc, on a réussi à en faire un, on a réussi à l'exécuter. On va ici, avant, se remettre un petit peu dans l'idée de qu'est-ce qu'on veut faire, là. OK? Donc, le but dans ce cours-ci, c'est d'être capable de s'initier à la programmation shell, puis de voir plusieurs fonctionnalités avancées. Donc, à la fin, on devrait être capable de pas mal regarder n'importe quel script, puis d'être capable de le comprendre. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va vous demander de faire des méga scripts super avancés, mais il faut comprendre chacune des fonctionnalités, chacune des manières de faire à l'intérieur de tout ça. Il existe des fonctionnalités qui sont dans la norme POSIX. OK? Donc, on avait vu que la norme POSIX, c'était une norme qui régit toutes les versions de Unix pour qu'il y ait un semblant de convivialité, pour qu'il y ait un standard entre chacune des versions. Mais, puis c'est bien correct, ça a été créé il y a longtemps. Donc, la majorité des shells suivent cette norme-là. Donc, c'est comme un dénominateur commun à tous. Mais il existe plusieurs extensions possibles. Donc, des ajouts qui ont été créés pour se simplifier la vie. Il y en a beaucoup dans beaucoup de différentes shells, puis ça va être en fait la chose qui va différencier la majorité des shells différents. Donc, il existe Bash, il existe Dash, il existe ZSH, il existe Fish, OK? Il y a CSH, il y en a un paquet de shells. Puis le principe, c'est qu'est-ce que ça l'ajoute de plus. Ici, on va se limiter aux extensions qui sont spécifiques à Bash, parce qu'habituellement, la majorité des shells le supportent, mais même là, ce n'est pas tout le temps pareil, puis ce n'est pas nécessairement garanti que ça va fonctionner sur n'importe quelle machine qui roule Unix, parce que Bash, c'est peut-être pas l'interpréteur qui est là. Donc, on appelle ça des bashismes, et ça va être indiqué à chaque fois que un feature qu'on présente, une fonctionnalité spéciale, c'est une extension qui n'est pas dans la norme POSIX. Évidemment, ça ne sera pas exhaustif. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cours aujourd'hui? Le manuel est beaucoup plus large que les vingtaines d'heures qui me restent. Donc, si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez aller voir la documentation de Bash elle-même, la norme POSIX des shells, puis il existe aussi une panoplie de tutoriels. Ici, on en link un, là, donc le Advanced Bash Scripting Guide, qui démontre les modèles habituels d'utilisation. Donc, je veux créer un script qui va tester des choses, puis que si tout est beau, on fait ça. Donc, c'est dans ce genre de document-là. Question sous-jacente à notre apprentissage. Mais pourquoi est-ce que je voudrais apprendre à programmer en shell? Donc, c'est universel, dans le sens que n'importe quel système Unix va avoir cette fonctionnalité-là. OK? Donc, tant que tu as Bash, tu n'as pas besoin de faire attention à sur quelle plateforme, tu n'as pas besoin de faire attention c'est quoi les différentes librairies possibles. Tu sais que ce scripting-là va être là, puis va être fonctionnel pour être capable d'exécuter ton programme, pour être capable de tester l'environnement, pour être capable de regarder qu'est-ce qui se passe. OK? Encore une fois, on va voir que le but du scripting shell, c'est d'être capable de nous aider dans un domaine spécifique, qui est de faire exécuter des programmes. Donc, Bash va être particulièrement utile quand on va vouloir faire coopérer des programmes ensemble. Il y a un programme qui roule, il prend quelque chose, je vais l'envoyer quelque part d'autre, je veux que ça regarde est-ce que j'ai reçu des choses. Donc, jusqu'à présent, on a réussi à faire comme transférer de l'information, là, mais on n'a pas pu prendre de décision dans ces affaires-là.
On n'a pas pu dire, ben, dis-moi telle commande, si tu retournes quelque chose, va faire une affaire, sinon, fais rien. On n'avait pas cette possibilité-là là, de conditionnel, de structure de contrôle. C'est toutes des choses qu'il faut aller chercher dans des scripts. C'est très concis. Donc, le principe, c'est que des scripts, ça va habituellement être juste qu'est-ce qu'il y a autour des commandes et la commande elle-même. C'est assez lisible. Okay? Ce qui, admettons, ne peut pas être dit des expressions régulières. Okay? Donc, c'est pas expressif du tout, les expressions régulières. Tu regardes, puis tu es comme, il y a juste des dollars, des parenthèses, des accolades, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'sais. C'est pas ça en Bash. Il faut faire attention, par exemple, Bash a des très grandes limitations. Okay? Puis, on va voir aussi que son âge se présente un petit peu dans sa syntaxe. Okay? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le scripting en Bash par défaut, ou en fait le scripting POSIX shell par défaut. C'est pour ça que Bash existe, c'est pour ça que ZSH existe, c'est pour ça que Fish existe, c'est pour ça que CSH existe, parce que chacun de ceux-là, il n'aimait pas des choses que Bash faisait. Hein? C'est ça le principe. C'est ça la joie des logiciels libres. Mais, en même temps, si tu es capable de programmer un script purement en norme POSIX SH de base, c'est sûr que ça va marcher. Okay? C'est neutre. Bon, ici, on indique que ça fâche tout le monde pareil. Donc, c'est chiant pour tout le monde de la même manière. Okay? Après ça, il y a comme plein d'extensions, là, mais si tu es capable d'en faire un, tout le monde sait à quoi s'attendre. Les problématiques. Pourquoi est-ce que c'est poche qu'il faut apprendre ça? Bien, il faut apprendre le langage, il faut apprendre sa spécificité. Okay? Il va y avoir des choses qui ne sont pas du gros bon sens par rapport à ce qu'on connaît de programmation. Il va falloir faire extrêmement attention, okay? Parce que dans des langages de scripting, particulièrement ceux qui roulent directement sur un système, si tu ne fais pas les bonnes choses, ça peut être assez catastrophique, okay? Parce que c'est comme si tu es en train d'écrire des commandes. Donc, on dit que c'est portable, mais des fois, ça l'est moins. Parce que, comme j'ai dit, le principe, c'est, OK, bon, si tu programmes avec en POSIX SH, habituellement, c'est assez portable. Mais là, déjà là, si tu utilises Bash, c'est un petit peu moins portable que ce l'était auparavant. Parce que Bash, c'est comme un peu le standard de facto, mais ce n'est pas un vrai standard. OK? Comme là, en ce moment, sur Ubuntu, ça l'utilise Dash, OK? Qui est une version avec plus d'extensions que Bash, puis qui essaye d'implémenter tout ce que Bash est capable de faire, mais peut-être qu'il s'est trompé quelque part. Peut-être qu'il ne fait pas exactement pareil. Si, admettons, je me retrouve sur ma machine en ce moment de macOS, là, si j'ouvre un nouveau terminal direct, puis, attends, si je demande... Je peux demander ça... Je crois en faisant ça. OK? Donc, si je demande à mon shell sur macOS, qui est POSIX compliant, c'est quoi son shell? C'est ZSH par défaut. Mais là, il faut que tu fasses attention parce que si tu utilises une version de macOS qui date un petit peu puis qu'il y a un système d'exploitation de une ou deux versions derrière, ça va être Bash. Fait que là, tu ne sais plus. Puis là, si tu utilises quelque chose qui est spécifique à Bash puis qui ne marche pas dans ZSH, ça ne marchera plus. Même principe, dans le principe de portabilité, le shell est fait pour exécuter des commandes. OK? Tout va bien, tu utilises une commande dans ton shell, mais là, tu t'es rendu compte que cette commande-là n'était pas POSIX. Elle faisait partie de ton environnement spécifique. C'est toi qui l'as installé avant de exécuter ton script. Mais ton script n'est plus portable. Là. Parce que si tu l'apportes sur une autre machine, ce programme-là ne sera pas installé, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, il faut faire attention. Ça a des limitations très réelles, le scripting en Bash. Puis, le dernier, mais non le moindre, c'est que c'est extrêmement lent. Tu ne fais pas de calcul là-dedans. OK? On parle des boucles, là, on parle au niveau de millisecondes. OK? Ce qui est atroce d'un point de vue informatique. Là. Des millisecondes, je peux presque les compter sur mes doigts. Là.
Donc, on évite le plus possible n'importe quoi qui va commencer à essayer de calculer, comptabiliser, faire plein de choses. Fait que quand on l'utilise, il va comme avoir deux mondes de scripting shell. Il va avoir le monde local. Donc, je suis dans mon système, je veux me faire un petit quelque chose pour m'aider, OK, dans un projet, dans un programme que je suis en train de faire. Je me crée un script, OK, dans mon shell. Puis là, il peut être aussi spécifique que je veux, parce que c'est comme juste moi qui vais l'utiliser. Fait que dans ce cas-là, c'est pas très grave, toutes les défaillances. OK, parce que c'est juste ton environnement à toi, tu sais c'est quoi ton shell que tu as. Puis, il y a le shell qui va être distribuable. C'est comme si on regardait, mettons, le script de départ de Firefox qu'on a vu tantôt, là. Ben lui, il a été sûrement méticuleusement agencé pour que ce soit POSIX compliant seulement, ou sinon juste au niveau de bash, mettons. Puis qui ont fait très attention de ne pas utiliser des choses qui viennent d'ailleurs, ou qui peuvent être une extension qui n'est pas disponible quelque part, ou qui essaie d'exécuter un exécutable qui n'est pas nécessairement sur tous les systèmes. Donc, c'est au créateur du script de comme décider là, okay, du niveau de portabilité de son affaire. Il y a un autre trappe aussi quand on commence à rentrer dans l'automatisation, hein, dans la gestion de choses, parce qu'en tant qu'informaticien, c'est un appât facile de faire comme, ben là, tu sais, comme je fais un programme, puis à chaque fois que j'ai besoin de tester une nouvelle version, ben j'ai besoin de déliter ce fichier-là, j'ai besoin de recopier ce fichier-là à telle place, j'ai besoin de rouler la commande, puis après ça, j'ai besoin de regarder ce fichier-là pour regarder le résultat, tu sais. Puis à chaque fois, il faut que je prenne les 18 secondes qui prennent à faire ça, OK? Puis après 5 coups, je vais faire, ben je vais arrêter de travailler sur mon devoir, puis je vais essayer d'automatiser la tâche de 18 secondes que j'essaie de faire 3-4 fois par jour. OK? Donc, dans ta tête, encore une fois, on a un gentil XKCD pour bien nous présenter les choses. Dans ta tête, c'est de dire, bien, habituellement, tu sais, ça prend du temps pour faire les choses, puis nous autres, on se donne une petite courbe de plus, hein, pour être capable de dire, je vais prendre un petit peu plus de travail, pour être capable d'avoir moins de travail par la suite, une fois que le script va être fonctionnel. Mais là, ici, tu as utilisé une pensée magique quand tu as dit quand le script va être fonctionnel. Parce que le script il fonctionne-ish. Okay? Comme la majorité des programmes, comme la majorité des choses en informatique. Ça fonctionne-ish. On n'est jamais parfait, là. Ça ne va jamais être aussi facile, fait qu'il ne faut pas tomber dans la trappe de comme, OK, ben j'ai passé, puis là après ça, c'est comme, ben là, ça fait une journée que je passe sur le script, que je ne travaille pas sur le devoir, je ne vais pas arrêter de travailler là-dessus puis commencer à dépenser 18 secondes. Je vais continuer à travailler sur le script, puis là, en fin de compte, tu passes sur une tangente, OK, qui sort. Il y en a un autre, XKCD. Qui indique une gentille charte. Parce qu'une autre affaire, c'est de se dire, OK, ça m'a pris 18 secondes, ça me prend 18 secondes de le faire. Il faut que je le fasse combien de fois par jour ou combien de fois par année pour que si ça me prend 5 minutes, faire le script, ça a valu la peine. Hein, c'est une bonne question. Fait qu'ici, on a une gentille charte qui nous permet de savoir immédiatement qu'est-ce qui est important ou pas. OK? Fait que ça dit sur 5 ans. OK? Si je le fais une fois par jour, eh bien, attends, si je le fais, mettons, 5 fois par jour, OK? Genre, compiler mon code. Puis, que ça va me sauver le script 5 secondes. Fait que je le fais une fois par jour, ça me sauve 5 secondes. Il faut que je prenne combien de temps sur le script pour que je sors en avance sur mon temps sur 5 ans? Fait que je peux passer 2 heures. Si ça me prend plus que 2 heures, je suis perdant. OK, j'ai passé trop de temps. Fait que si ça, c'est une autre question à se poser.
Là, ici, ça ne prend pas ici en compte le temps d'apprentissage puis le temps d'avancement aussi. Hein. Il y a certainement un principe de c'est le fun de faire le script parce que tu apprends à faire le script, comme ça le prochain script va être plus rapide. OK? C'est pas comptabilisé là-dedans, là, c'est pas. Il y a un biais. Mais c'est quand même intéressant de voir, OK? Si tu le fais, si tu le fais à chaque mois, puis que ça prend un jour, mettons, genre une série de tests d'intégration de ton programme qui prennent une journée complète, hein, à faire, tu peux prendre jusqu'à 8 semaines pour l'automatiser, puis tu vas t'avoir sauvé du temps. OK. C'est dépensé si bien. Fait que j'ai mentionné que les scripts, fallait faire attention, OK? Parce que tu peux facilement tomber dans des attrape-nigo, OK? Ou un petit exemple qui semble anodin, mais qui cause des résultats catastrophiques. Fait que pour éviter ça, on va suivre les commandements des scripts. OK? Donc, c'est des choses que tu veux suivre pour ne pas te tirer dans le pied. OK? Donc, dans le monde de la programmation, là, ben en fait, en général, là, ils appellent ça des foot guns. OK? Donc, c'est un gun que tu tiens de même au-dessus de ton pied. Puis c'est si facile de juste tirer sa gâchette puis de te tirer dans le pied par mégarde. Donc, pour éviter ça, on va écrire seulement des petits scripts. OK? Donc, à moins que vous êtes dans une entreprise professionnelle avec plusieurs mondes qui ont des années d'expérience avec le scripting, le but du script, c'est de t'aider à une petite tâche. OK? Si tu es en train de faire un script, OK, qui fait la gestion de tous tes cours, tu n'es pas dans le bon endroit, là. OK? C'est des petites tâches, des petites automatisations. On va respecter les bonnes pratiques. On va en reparler. On va même voir qu'il y a d'autres commandements qui sont des bonnes pratiques qu'on va se demander de respecter. Donc, justement, on va protéger le développement de chaînes. Donc, on avait vu le principe de double guillemets, OK, qui nous permettait d'avoir des chaînes avec lesquelles on peut mettre des choses à l'intérieur. On va voir que ce double guillemet-là, là, OK, ça va nous sauver la vie plus d'une fois. Il faut toujours qu'il y ait des doubles guillemets. Il faut qu'il y ait des doubles guillemets partout. Si tu penses qu'il manque quelque chose, fais juste rajouter d'autres doubles guillemets, OK, tu ne peux jamais avoir tort. On va toujours éviter, on va chercher la simplicité, puis on va éviter des commandes superflues. Plus tu fais de commandes, plus tu as de chances de faire une mauvaise commande. On maintient un code qui est clair et lisible. Ça, ce n'est pas nécessairement à bâche, c'est juste dans notre vie d'informaticien. Là, hein? Mais, ça va aller aussi avec celui qui est on va en sauter un, on va aller à l'avant-dernier. Là. On ne fera pas de one-liner fragile. Okay, un one-liner, c'est une commande qui a comme plein d'affaires à l'intérieur, là, qui devient longue comme mon bras, okay, puis qui n'est pas du tout adaptable, qui n'est pas du tout versatile, qui est habituellement opaque. Okay, on ne peut pas voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça n'a pas sa place dans un script parce qu'on peut le faire ligne par ligne. Tu peux sauvegarder le contenu, le passer à l'autre. Okay? On évite ça le plus possible. On va aussi éviter la programmation shell si ce n'est pas adapté au problème. Donc, le but des script shells, c'est d'être capable de gérer l'exécution de commandes, d'être capable de passer habituellement des informations entre ces commandes-là. Si tu es comme, je veux faire un shell pour être capable de calculer un algorithme de calcul de distance entre des points, tu n'es pas en bonne place. Là. Va-t'en dans un langage compilé, ça va pas mal mieux te servir. On n'a pas le droit non plus de regretter de devenir bon avec le shell. Donc, c'est important d'être fier de ce qu'on fait, là. Okay? Même si c'est complexe, puis même s'il y a des lacunes, c'est un des fondements importants. Okay? On ne regrette pas ce qu'on fait. Mais il faut faire attention, il y a vraiment beaucoup de pièges. On va en voir quelques-uns. Si vous voulez en voir plus, c'est des liens qui nous apportent à des gens de ces pages qui nous expliquent c'est quoi les genres d'erreurs que tu peux faire. Il y en a pas mal. Ça, c'est juste la première. Exemple.
de choses qu'il faut faire attention. OK? Donc, on va aller regarder un peu comment ils fonctionnent maintenant, les scripts. Donc, on va prendre ce code-là, puis on va faire notre script avec ça. Donc, on se fait un petit script. OK. Un petit clear pour voir le stop. Et on va regarder ça. Fait que j'ai un petit script. Quand j'exécute, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, chacune des instructions, OK, sont exécutées ligne par ligne. Donc, il n'y aura pas automatiquement de gestion de passage d'informations. OK? Vraiment, lui, il va lire la ligne, il va l'exécuter, il va passer à la prochaine ligne, il va l'exécuter. OK? Donc, initialement, c'est ça. On a les commentaires qui sont disponibles. Donc, le dièse hashtag est aussi utilisé comme balise de commentaires. En fait, le principe du shebang, c'est que c'est une ligne de commentaires spéciale qu'il est capable d'interpréter comme étant quelque chose d'autre. Okay? C'est pour ça qu'il y a le dièse pour l'exclamation, puis après ça, le nom de shell, tout ça collé ensemble. Là. Fait que, on a cet élément-là. Si vous allez voir, quand on a de la colorisation syntaxique, ça va être dans la même couleur que le restant des commentaires à la première ligne. Fait qu'on peut avoir sur les autres lignes des commentaires, comme les autres langages de programmation, on peut l'avoir aussi après l'instruction. Donc, on est capable d'avoir un commentaire sur une ligne ou un commentaire à la fin. On n'a pas de bloc de commentaires de disponible. OK, donc ça, c'est pas possible. Si tu as des lignes vides, ça va juste être sauté. OK, donc on peut avoir de l'espacement vertical aussi pour augmenter la lisibilité de nos programmes. Pourquoi ça nous a affiché le droit? Bonne question. Donc, ici, si on regarde, qu'est-ce qui se passe là? OK? Donc, la troisième commande, c'est laquelle? C'est la commande qui est ici. OK? Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, ici, j'ai fait écho de Cacjul. Hein? Cacjul. Première chose, on le passe à travers rêve. Qu'est-ce que ça fait, rêve? C'est à l'inverse. Fait que là, on a l'jcoc. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Fait que j'ai l'jcoc. C'est comme dire... je le passe à quoi? Je le passe à TR. Qu'est-ce que ça fait, TR? Ça change les caractères. Fait que là, j'ai dit, va de A à Z, prends tous les caractères, mais à la place de les partir à A, parler à I. Fait qu'il a fait une translation des caractères de genre 10-11, là, pour faire en sorte, OK, de prendre chacun des caractères, puis de le faire avancer pour avoir les bonnes informations. Si tu regardes, tu peux le spotter, là, le A devient le I. Oui? Est-ce que si une lettre est plus loin, ça va changer à Z? Essayons. Lorsqu'il y a une lettre qui en Z. Ouais, c'est comme. S'il y a une lettre qui a un Z, est-ce que ça va juste faire. Ça reste Z. Ça fit. Dans le fond, le I à Z. Ici, on a vu le Z qui I était à à Z. Z au début. On va l'arriver à... Il est arrivé à Z et il ne sait pas quoi faire. Hein? Et quoi? Je vais mettre la lettre P. P? P devient le Z. X, ça devient X.
P, Q, R, S, T, U. Tiens. On va tous les voir. Fait que, quand ça pogne Z, il est comme, je ne sais plus quoi faire avec, je laisse ça là. Est-ce que I-A, ça ferait toute la France? Est-ce que ça reprendrait l'alphabet? À l'envers? Je pense qu'il le ferait plus à l'envers s'il fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Il n'est pas capable de dire. Il n'est pas capable de dire, tu me donnes un point qui est avant dans le code ASCII, fait que moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. OK. Il faudrait spécifier, mettons, I à Z, puis après ça, de A à I. Et voilà. OK. Parfait. Fait que, faire attention, il y a plein d'attrapes problématiques. La première, c'est que quand on exécute un script, si la commande échoue, qu'est-ce qui se passe avec le script? Rien de spécial. Donc, la commande elle-même va échouer, mais après ça, il va continuer normalement. OK? Donc, si je regarde l'exemple courant, on peut voir que c'est problématique. Parce que j'essaie de me déplacer dans un dossier, hein, classique. J'ai fait une erreur de frappe. À la place de marquer TMP, j'ai marqué TNP. Puis après ça, je dis, ben, une fois que je suis rendu dans le dossier, qu'est-ce que je veux faire? Je veux cleaner ce dossier-là. Fait que je fais ARM-ARF étoile. Puis après ça, je fais un petit écho pour dire tout s'est bien passé. Fait que je l'exécute, ça me dit que tout s'est bien passé, mais là, c'est pas tout bien passé parce que je viens d'effacer le dossier courant d'où c'est que je viens d'exécuter le script. Parce qu'il n'a pas réussi à se déplacer avec le CD. Le CD était erroné, ça m'a donné le message d'erreur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste continué, c'est ça qu'il fait, bash. Fait qu'il a fait le ARM, étoile, directement dans le dossier où c'est que j'étais. Puis là, je suis triste. Parce que quand tu fais ARM, ils sont plus là les fichiers. Il n'y a pas de trash, dépendamment du système. Donc, quand on a des commandes, habituellement, on va essayer de faire en sorte que la commande soit elle-même atomique, qu'on appelle, là, que la commande au complet ne marche pas ou elle fonctionne. Donc, dans ce cas-ci, on n'aurait pas besoin de se déplacer dans le dossier. OK? On aurait besoin de juste mettre la bonne commande correctement. All right. On va aller parler des séquences puis des regroupements de commandes. Fait qu'on est capable de regrouper différentes commandes avec le point-virgule. Ça me permet d'avoir plusieurs commandes, une après l'autre. Je ne suis pas capable d'écrire bonjour, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la partie importante. Bonjour. Fait que, on a les deux commandes qui s'exécutent, une après l'autre. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le tube, ce n'est pas le pipe, ça ne transfère pas l'information, ça fait juste les deux commandes de manière indépendante. On avait vu avec les processus l'éperluette, le « et » commercial, qui me permettait de mettre un programme en arrière-plan. Hein? Donc, en fait, cette éperluette-là fonctionne aussi avec le même principe de séparation de commandes que le point-virgule. Ça veut dire que je peux mettre une commande, un « et », une autre commande. La première commande va être exécutée, mise en arrière-plan, puis ça va exécuter la deuxième commande aussi. OK? On a ensuite les regroupements avec les accolades ou les parenthèses. Donc, ça me permet de combiner puis de rediriger toutes ces affaires-là ensemble. Donc, ici, on a le echo. Attends, on va le faire en premier tout seul. OK.
Je ne suis pas capable d'écrire les choses correctement. OK? Donc, le principe ici, c'est j'ai une première commande qui utilise un tube, fait que on prend le echo, on le reverse. On a ensuite une deuxième commande qui est le bonjour. Mais là, moi, j'aimerais ça prendre ces deux commandes-là ensemble, puis les envoyer à quelqu'un d'autre. Fait que je peux les regrouper avec les accolades. Donc ici, faire attention, les accolades, il faut qu'ils soient tout seuls. OK? Donc, ils n'ont pas le droit de toucher à rien, il faut qu'il y ait un espace pour que ça fonctionne. Puis une fois que j'ai tous ces éléments-là regroupés, je peux prendre les éléments regroupés, puis les passer, mettons, dans un tube ici. Fait que là, ça va prendre, qu'est-ce que moi, j'avais ici, c'est regroupé ensemble, je le passe en tant que regroupement, je le passe dans un tube, puis après ça, j'ai le résultat escompté final que je voulais. Si j'utilise les parenthèses à la place d'utiliser les accolades, ça va faire ce qu'on appelle un sous-shell. Donc, ça va partir un nouveau processus complet d'un nouveau shell avec son propre environnement qui va pouvoir faire ses propres choses, qui va arrêter son exécution par la suite. On va voir que ça a des implications, on va les voir un petit peu plus tard. OK, mais c'est un regroupement plus isolé. Voyons voir toutes les possibilités sur les redirections. Premièrement, un petit rappel. Quand on parle de redirection, on avait vu qu'on peut prendre le résultat de notre commande ou de nos commandes, maintenant qu'on est rendu, puis les rediriger dans des fichiers. Okay? Donc, par défaut, ça prend la sortie standard, puis je peux utiliser le plus grand que ou le chevron vers la droite pour rediriger ça vers un fichier. Si j'ai un chevron, ça l'écrase. Si j'ai deux chevrons, ça ajoute. OK? On avait vu qu'à l'inverse, on pouvait utiliser le contenu d'un fichier comme notre entrée standard. Donc, à la place de devoir taper des choses, c'est utiliser le contenu du fichier pour comme taper à notre place. Donc, on pouvait utiliser le chevron vers la gauche ou le plus petit qui me permettait de rediriger vers l'entrée standard. On avait finalement vu qu'il existait différents canaux d'entrée et de sortie. En particulièrement la sortie, il y en avait deux. Il y avait la sortie standard, puis il y avait la sortie d'erreur standard. Donc la sortie standard, c'est quand tout va bien, c'est là que ça va se passer, quand je fais écho, ça se passe. Puis on a la sortie d'erreur qui, quand j'ai une erreur avec mon programme, ça me dit « file not found », ça me dit « error in syntax », blablabla, ça serait sur le canal d'erreur. Donc on avait vu qu'on pouvait rediriger ces canaux d'erreur-là, okay, parce que le petit chevron tout seul, c'était la sortie standard. Bien, si je voulais la sortie d'erreur, je pouvais utiliser le 2 suivi du chevron vers la droite pour dire « redirige la sortie standard vers quelque chose ». Habituellement, un fichier. Fait que derrière, c'est le shell qui fait tout. C'est lui qui va ouvrir le fichier, qui va regarder le contenu, qui va voir si le fichier n'est pas là, s'il n'y a pas les bons droits, okay, qui va générer une erreur avec ça. Puis, s'il y a une problématique, la commande n'est pas exécutée. Okay? Donc, j'ai un exemple où on voit la différence entre l'utilisation des redirections ou pas. Donc, si j'essaie de faire un cat sur un fichier qui n'existe pas, OK? Donc, c'est la commande cat qui me dit que pas là n'existe pas. Mais, si je fais cat avec une redirection de pas là, parce que le principe, c'est que cat tout seul là, est capable de travailler avec l'entrée standard. Donc, je suis capable, je vais faire un petit clear, je suis capable de faire une redirection du fichier. Puis là, je peux voir que l'erreur, elle vient de où? Elle ne vient pas de cat. Elle vient de bash. Parce que le programme cat n'a jamais été appelé, il n'a jamais été exécuté, il n'a jamais été mis en mémoire. On ne s'est pas rendu là.
Parce qu'avant de le partir, il a été regardé, est-ce que le fichier était là, est-ce qu'on était prêt à l'ouvrir, est-ce que c'est quoi le contenu, blablabla. Fait qu'il ne s'est même pas rendu là. Ça, c'était juste un rappel, c'est des choses qu'on a vues. Des choses que je n'avais pas mentionnées spécifiquement, mais habituellement, par convention, les redirections, on les met à la fin. OK? Mais ça n'a pas vraiment d'importance l'endroit où c'est que tu le mets. Donc, tu peux mettre une redirection en plein milieu de ta commande. OK? Le principe, c'est que tu as un chevron, tu as quelque chose, lui, il va utiliser ça. OK? Donc, c'est au niveau du shell, c'est avant l'exécution de la commande, fait que ça se fait à un premier niveau. Fait qu'on peut regarder ici les deux exemples qui donnent le même résultat. Donc, add N1, on lui donne le fichier de password. Hein, donc, c'est les choses qu'on a déjà vues. On prend comme entrée standard le fichier password, on donne à head qui me donne le nombre de lignes de départ. Avec N1, ça va juste me donner la première ligne. Donc, en gros, on veut aller regarder la première ligne du fichier password. Bien, si je fais la redirection en premier, ça marche pareil. Ça me donne le même résultat. Qu'est-ce qui arrive si j'essaie de le faire encore pire? Tu as bien raison. Si vous me permettez l'expression colloquiale, it doesn't give a fuck. OK? Donc, qu'il soit n'importe où, dès qu'il y a un chevron, il y a la valeur, cette information-là est juste extirpée de la commande initiale, puis est gérée par la suite. On a quand même le head-n1 entre les deux. Tu sais. Oui. Bon. Dans les choses nouvelles, on va être capable de rediriger, OK, nos sorties, nos entrées sur d'autres sorties ou entrées. Donc, on va pouvoir utiliser notre 2 plus grand que, là, notre 2 chevrons vers la droite. On sait que ça, c'est pour être capable de faire de la redirection de la sortie d'erreur. Mais on le redirige vers où? On le redirige vers éperluette 1. Fait qu'on va prendre la sortie standard d'erreur, puis on va la rediriger sur la sortie standard normale. Fait qu'on prend nos messages d'erreur, puis on dit « mets-les sur la sortie normale ». Comme ça, je pourrais les utiliser, mettons, dans des commandes. Hein? Parce que la sortie standard, c'est ça qui est transféré quand on fait un pipe. Mais si tu veux comme gérer tes codes d'erreur, puis mettre ça dans un pipe pour être capable d'aller loguer ça, pour être capable de grepper ça, pour être capable de whatever ça, il faut que tu sois capable de prendre tes affaires sur la sortie d'erreur puis les mettre sur la sortie standard. Donc, on peut utiliser la redirection de l'erreur vers le éperluette 1. Donc, on va aller voir que le 2 puis le 1, c'est des choses qui sont dans la norme POSIX, puis qui sont des canals standards. Ici, il y a un élément à faire attention. Donc, les redirections peuvent être n'importe où. Mais quand on a plusieurs redirections en même temps, l'ordre des redirections est important. Donc, si on regarde ça, on a un ls. J'ai même pas peur. J'ai des choses là-dedans, moi. J'ai des choses. OK. Whatever. Puis, on va faire un petit clear, on va faire ça. Donc, le principe ici, c'est j'ai un ls qui veut afficher 2 choses. Un qui fonctionne, un qui ne fonctionne pas. Fait qu'on va avoir de la sortie standard, puis on va avoir de la sortie d'erreur. Fait que là, ce que je demande, c'est mets ça dans liste, puis redirige la sortie standard d'erreur dans la sortie standard normale.
Donc là, si je regarde le fichier que je viens de créer, qu'est-ce qui se passe? Bien, à l'intérieur, j'ai toutes les informations. L'erreur et le normal. Si je n'avais pas redirigé ça, ici. Je fais ls. C'est moi qui n'ai pas capable d'écrire. Arrêtez-moi. Merci. Donc, si je n'avais pas redirigé, c'est normal que j'aurais juste la sortie standard normale. Hein, donc, juste la partie du ls qui fonctionnait. Mais là, si je fais l'inverse, déjà là, je peux voir que c'est un petit peu weird parce que je le vois apparaître. Si je regarde la liste, j'ai juste la sortie normale. Donc, le principe ici, c'est que l'ordre des redirections est importante. Donc, dans le premier ici, on dit, on va aller le mettre dans liste, puis de celui-là, on va aller rediriger du 2 vers le 1. Puis si on fait l'inverse, ben le principe, c'est qu'il va aller le mettre dans la liste en premier, puis après ça, il va aller faire la redirection qui ne fonctionne pas. Ça l'affiche, mais il n'est pas rentré à l'intérieur. Dans les bachismes, le 2 plus grand éperluette 1, c'est quelque chose qui est quand même assez couramment utilisé pour dire que je veux tout. Donc, on peut aller écrire éperluette chevron vers la droite. Ça va être la même chose que cette appellation-là ici au complet. Donc, éperluette chevron vers la droite fichier, c'est la même chose que d'écrire vers un fichier 2 chevron vers la droite éperluette 1. Donc, c'est comme prendre la sortie standard et la sortie d'erreur, puis mets-moi tout ça dans mon fichier. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a des descripteurs de fichiers. Donc, quand on utilise les chevrons de redirection, on peut numéroter des éléments qu'on peut réutiliser par la suite dans nos programmes, dans nos scripts. Donc, on va voir qu'on peut, puis on va aller voir des exemples, là, qu'on peut avoir des descripteurs de fichiers, qui est un système interne là, du système d'exploitation, de la norme POSIX en fait, qui me permet de, en gros, à chaque fois que j'ai besoin d'aller travailler avec un fichier, j'y donne un numéro. Fait qu'en fait, quand vous allez faire du C, vous allez voir ça. Quand tu ouvres un fichier, la fonction, ce qu'elle te retourne, c'est un int. Ça va être 3. Puis si tu ouvres un autre fichier, ça va être 4. Puis si tu ouvres un autre, ça va être 5. Puis à partir de là, tu vas pouvoir dire, ben, va écrire dans le fichier 5, puis lui, il sait derrière que le fichier 5, en fait, c'est celui-là qui a rapport avec ça. Fait que le principe, c'est que tu as des numéros de fichiers qui pointent vers l'endroit réel sur le disque ou dans le système que ce fichier-là existe. Puis, les 3 premiers numéros, 0, 1 et 2, sont réservés par le système pour en fait les mécanismes qu'on connaît déjà. 0, c'est l'entrée standard. 1, c'est la sortie standard. Puis 2, c'est la sortie standard d'erreur. Fait que si on comprend plus qu'est-ce que cette commande-là fait, là. Parce qu'on avait les 2 chevrons, donc on prend qu'est-ce qui est sur le descriptif de fichier 2, on le redirige vers quoi? Vers le 1. On prend la sortie standard, on la redirige, la sortie d'erreur, on la redirige sur la sortie standard.
Donc, on avait vu le principe de tube qui nous permettait de transférer des informations. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est, si on essaie ça ici, je ne suis pas capable d'écrire des choses. Time toute la patente. Hein? Puis, ça a juste pris 3 secondes. Pourquoi? Parce que quand on exécute différentes commandes, les commandes, ils vont s'exécuter en parallèle. Qu'est-ce que ça implique que les commandes soient exécutées en parallèle? Bien, ça veut dire que les commandes vont, s'ils ont des préparations à faire, s'ils ont quoi que ce soit, ils vont avancer. Quand ils vont être rendus à lire des informations de l'entrée standard, ils vont bloquer, ils vont attendre que l'autre avant finisse pour dire, OK, bien là, maintenant, j'ai reçu les informations. Mais, par défaut, les choses se font de manière parallèle. OK? Parfait. Donc ici, dans la nomenclature des choses, c'est la série d'instructions qui sont reliées par les tubes. On appelle ça un pipeline. OK? On va aller regarder dans le minutie des choses. On a le principe, c'est comme ça, WC-L. Que les tubes sont mis là avant les redirections. OK? Fait que si je regarde, j'ai le écho A qui est allé dans B. Puis après ça, j'ai demandé, ben, c'est quoi le décompte de ça? Puis il m'a dit 0. OK? Hein? Tandis que si je le fais tout seul, là, il me dit 1. Puis si je regarde le principe de qu'est-ce que j'ai dans B en ce moment, hein, j'ai quand même le A. Fait que ça permet qu'on peut utiliser les redirections après les tubes. Donc, l'existence des tubes va être faite avant, puis après ça, je peux faire de la redirection. Donc, ici, exemple, je prends mon rêve. Ça me permet de faire des choses intéressantes avec, même si c'était sur la sortie d'erreur. Encore une fois, autre raccourci de bash seulement. Le 2 chevrons vers la droite et 1 avec un tube tout de suite après. Je peux le faire avec oups. Tube A. OK. C'est le même principe. Donc ici, depuis tantôt, on utilisait le 2 puis le 1, là, puis on était comme peut-être qu'il y en a plus. Il n'y en a pas vraiment plus. C'est 0, 1 ou 2. Là. C'est tout le temps, c'est juste ceux-là qu'on va utiliser. On va pouvoir utiliser d'autres descripteurs de fichiers, mais ça va être ceux qui ont été faits de manière manuelle. OK? Ceux-là, c'est ceux qui sont toujours disponibles. Fait que, ici, on va regarder quelques-unes, donc on va les faire. Cette première-là, il n'y a pas trop de surprise. Qu'est-ce qui arrive si je fais le LO2 avec
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que je viens de rajouter? Donc, j'avais le echo hello, OK? J'ai le tube qui amène vers Reb, puis j'ai la redirection, OK? Qu'est-ce que fait la redirection en ce moment? Donc, j'ai un chevron qui pointe vers la droite, OK? Fait que c'est une redirection. J'ai rien à gauche, là. Fait que c'est une redirection de quoi? C'est une redirection de la sortie standard. Puis où c'est que je l'envoie, ma sortie standard? Je l'envoie sur le channel 2, là, sur le descriptif 2. C'est quoi le descriptif 2? C'est la sortie d'erreur. Fait que le résultat du echo hello s'en va sur la sortie d'erreur, qui n'est pas transféré avec le tube. Fait qu'en ce moment, le rêve s'exécute, mais il n'y a rien dedans. Puis, le echo hello, il est transféré sur la sortie d'erreur. C'est pour ça que je vois le hello. Au lieu de sortir la sortie d'erreur, il sortit hello. Pardon? Au lieu de sortir la sortie erreur, il affiche hello. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on n'écrit pas hello, il affiche quoi? Si on n'écrit pas rêve? Hello, non, hello. On se prépare. Ça au complet? Oui. Il va dire qu'il n'est sûrement pas capable. Ah, ben, il va sûrement me demander rien. Ouais, c'est ça. Sinon, j'aurais pu. Ah non, c'est vrai, le echo, il ne prend pas l'entrée standard. Fait qu'on voit le echo. Essayons ce dernier-ci. Fait que, on regarde ça, on le décortique. On a le LO2. OK, le echo LO, OK, avec le tiret 2. Attends, hein, on a vu que ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça l'envoie sur, OK, la partie d'erreur. Hein? Ensuite, on a ça avec le echo bonjour. Fait que là, on a hello, puis on a bonjour. OK? Là, je prends les deux. Et j'envoie ça à rêve. Là, je peux voir que bonjour, il a été renversé, mais pas hello. Parce que le hello, lui, il n'est pas dans la sortie standard. Il n'est pas envoyé à rêve, en fait. Il est affiché, mais il est juste sur la sortie. Il est affiché, mais à cause que c'est sur la sortie d'erreur, il n'est pas passé. Mais là, ce que je fais, c'est que je reprends ça. Puis là, j'ai dit, prends ma sortie d'erreur, puis remets-la sur ma sortie standard. Fait que là, lui, il va prendre ça au complet. Puis, avec ça, on est capable de faire une traduction. On délite les O. Puis, ça enlève le O du hello, le O dans le bonjour qui est inversé. On va regarder juste le dernier direct, là. On a un echo, on a hello, on redirige. Mais là, on redirige sur quoi? On redirige sur le descripteur 8. Bien, le principe, c'est que ça va marcher exactement pareil. OK?
C'est juste que le descripteur 8, il ne sera pas affiché directement du premier coup. OK? Donc, ça va être un descripteur qui va être derrière, qui ne sera pas dans l'affichage standard. Qui va pas être... Parce que dans notre terminal, là, on a juste la sortie standard et la sortie d'erreur standard. Donc là, si on l'enverrait dans 8, on le met derrière, dans le background, mais on peut aller le rechercher. OK? Donc, on peut avoir plus de descripteurs qu'on peut en avoir besoin. C'est comme une conduite qu'on peut utiliser pour faire traverser de l'information, en place que ce soit un fichier, une variable, un autre élément. Avant de continuer, on va aller prendre une pause. Puis après ça, on va aller regarder la duplication de l'entrée standard. Donc, on revient à E35. Excellent. Donc, on était rendu à... Donc, on venait de faire quelques questions de redirection. On avait vu les différents fichiers, des descripteurs de fichiers. Okay? Le 0, le 1 et le 2 sont réservés. Il y en a d'autres, on peut en utiliser d'autres comme on veut. On va regarder la duplication de l'entrée standard. Donc, jusqu'à présent, quand on faisait une redirection, ben, on perdait l'affichage dans le terminal de notre entrée standard, de notre sortie standard, pardon. Ou de l'entrée, en fait, dépendamment de comment tu le voyais. Là. Donc, c'est possible de recopier cette information-là pour qu'elle soit disponible autant en affichage qu'en redirection ou en piping ou en gestion vers un autre processus. Donc, on est capable, en fait, c'est une commande qui va me permettre de faire ça, qui s'appelle T, donc T-E-E. Puis, le principe de cette commande-là, ça va être de prendre quelque chose de l'entrée, puis ça va le bifurquer à deux endroits différents. Ça va le mettre sur la sortie standard, puis ça va le mettre aussi dans un fichier. Donc, on va être capable de faire les deux en même temps. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On a un petit grep ici, là. On est capable de le transférer dans un fichier, puis de quand même prendre la sortie, puis de la rediriger. Fait que là, si je regarde dans liste, je peux voir que j'ai pris le résultat de mon grep, j'ai pris ce résultat-là, je l'ai écrit dans un fichier, mais en même temps, j'ai pris le résultat puis je l'ai remis sur la sortie standard pour qu'elle soit utilisée par la suite là, par un autre. C'est le même principe, en fait, si je le faisais sans le tube, je pouvais directement le voir avec la sortie. Contrairement à si je faisais une redirection dans un fichier, je ne pourrais pas voir cette sortie-là. Donc, le principe, c'est par défaut, on est capable de rediriger la sortie standard dans un fichier, mais on la perd dans le terminal dans ce cas-là. Donc, on a à la place une application qui s'appelle T, qui me permet de faire la redirection dans le fichier, mais qui va en plus comme faire un bifurcage, là, où c'est qu'il va copier dans le fichier, puis il va la remettre sur la sortie standard. Puis donc, à partir de là, je peux commencer à la réutiliser dans d'autres programmes, dans d'autres exécutables. Donc, c'est super utile, particulièrement quand tu veux débugger les choses. Okay? Donc, tu veux voir le résultat en même temps que tu l'utilises dans une commande plus complexe. Okay? Ça permet aussi d'avoir des résultats temporaires que peut-être que tu veux utiliser dans une autre commande. C'est vraiment la chose à faire quand tu commences à te demander, OK, ben, j'ai fait des redirections, je ne vois plus. Comment je fais pour aller chercher?
autre élément intéressant, donc on a ce qu'on appelle les documents en ligne ou le Here Doc ou un Here Document. Donc, on avait vu qu'on avait le principe de, parfois, d'avoir l'entrée standard. Hein? Donc, j'ai le 4, je peux mettre l'entrée standard, puis à partir de là, je peux commencer à taper des choses. Puis, on avait le principe de, quand je pèse sur Enter, ça fait juste continuer. Là. OK? Donc, si je voulais arrêter cet élément-là, il fallait envoyer une interruption pour dire le End of Transmission, là, OK? Qui était le CTRL-D qu'on avait vu ensemble. Donc, CTRL-D, ça me permet d'arrêter, pas de manière dure, comme le CTRL-C, hein, qui fait un arrêt de programme, mais bien comme j'ai juste terminé d'écrire, tu peux continuer normalement. Quand on est en train de faire des scripts, de peser sur CTRL-D, plus ou moins difficile à écrire. OK? Donc, des fois, je vais vouloir avoir une gestion d'une entrée standard ou une gestion de exécuter quelque chose, mais que je veux avoir une manière de l'arrêter dans un fichier texte. Fait qu'on va utiliser les documents en ligne pour être capable d'arrêter l'entrée standard avec un motif spécifique. Donc, à la place d'être CTRL-D, je vais mettre une chaîne de caractères spécifique de mon choix. Puis quand cette chaîne de caractères-là arrive, le programme va savoir que c'est la fin. OK? Donc, le principe, c'est que j'ai une commande quelconque que je veux qu'il utilise l'entrée standard. Je vais utiliser les doubles chevrons vers la gauche. Puis, je vais mettre le mot-clé. OK? Là, je rentre dans le mode d'entrée standard. Fait que, puis quand j'ai fini, je tape le mot-clé, je pèse sur Enter. Lui, il détecte que c'est ce mot-clé-là qui était le mot-clé de la fin et termine donc la saisie de l'entrée standard. Le mot-clé, en passant, il est complètement arbitraire. Hein? Donc, tu peux faire en sorte que ça soit décontextualisé de qu'est-ce que tu t'en vas écrire pour être certain que ça n'interfère pas avec qu'est-ce que tu essaies. Ça va être très intéressant quand on veut envoyer un paquet de texte à un programme. Donc, le principe, c'est que cette partie-là ici, je peux l'écrire littéralement dans un script. Pour faire en sorte que le script reçoive une entrée standard avec des sauts de ligne, avec un paquet de texte, avec plein de choses. En passant, je n'aurais pas besoin de mettre les chevrons, là, les chevrons des lignes subséquentes. C'est juste pour me dire que je suis encore en train de faire la commande. Là. Fait que quand je vais l'écrire dans un script, ce serait juste rêve, chevron, chevron, banane, ligne de texte, ligne de texte, ligne de texte, ligne de texte. J'écris banane, puis je sais que ça va être toute la commande qui va être exécutée comme étant un mégabloc de texte à l'intérieur. Donc, ça me permet de prendre des données, puis de les donner, de les envoyer directement dans un programme en faisant du copier-coller. On est capable de faire un peu le même principe avec des chaînes. C'est un bashisme. Donc, ce n'est pas dans la norme POSIX, c'est bash qui nous permet de faire ça. Donc, ça nous évite, en fait, d'avoir à écrire le echo, là, hein, qu'on avait toujours. Là, fait qu'habituellement, on disait bonjour tout le monde. Puis là, après ça, on envoyait ça à rêve. Donc, on avait la méthode avec notre balise, hein, qui nous disait, après ça, je peux dire bonjour tout le monde ici. Puis là, je peux marquer fin. Puis là, ça m'écrit la même chose. Hein. Bien, on peut avoir un raccourci. Hein, donc, on voit que les extensions, c'est majoritairement des raccourcis. C'est des choses qu'on peut faire autrement, mais je suis tanné de tout le temps l'écrire. Fait que
Bash nous fournit une version rapide et conviviale avec le triple chevron. Je peux avoir une chaîne de caractères qui va directement être envoyée sur l'entrée standard. Est-ce que les trois chiffres, ça marche juste avec RAM ou tous les applications, tous les composants? Ça marche avec n'importe quoi qui prend l'entrée standard. Donc, le principe, c'est que la chaîne des caractères va aller sur l'entrée standard. Ça nous évite d'écrire echo. C'est ça le principe. Dernier sujet de la journée. Fait qu'on finit plus tôt, parce qu'on est déjà assez d'avance. Fait que de prendre 2 semaines d'avance, il ne nous restera plus rien à la fin. Là, fait que on va regarder les développements et les substitutions. Donc, le principe, c'est quand je reçois une commande, il y a un paquet de choses à faire, le shell. Les choses qu'il y a à faire, il est fait dans un certain ordre. Hein, c'est un programme, là, il est juste capable de faire les choses dans un certain ordre. Donc, on va avoir cet ordre-là. Puis, il y en a pas mal là-dedans qu'on a déjà vu. Il y en a d'autres qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, il va y avoir le développement des accolades. On va voir dans un instant c'est quoi. C'est la première chose qui va gérer. On va avoir après ça le développement du tilde. Donc, le tilde, on l'avait déjà vu, là. Donc, c'est quand, dans une commande, je voulais spécifier de manière explicite que je prends des informations de l'entrée standard. OK? Donc, on a ça. Pardon, ça, c'est le tiret. C'est marqué tilde. Le tilde, c'est c'est ton dossier personnel. Attends, on va aller quelque part d'autre. Pardonnez-moi ce lapsus. Donc, le tilde, OK, c'est ton dossier personnel. Donc, ça se transforme automatiquement dans ton dossier personnel. On a ensuite le développement des paramètres et des variables, qu'on va voir la semaine prochaine. On va avoir la substitution de commandes puis le développement arithmétique, qu'on va aussi voir la semaine prochaine. On va avoir la substitution de processus, le découpage en mots, toutes des choses qu'on voit la semaine prochaine. On voit qu'on en a pas mal. Puis à la fin, on va avoir le développement des chemins ou le globe. Donc, si tu as un chemin relatif, si tu as un chemin absolu, si tu as des étoiles dans le globe, là, donc on a cet élément-là qui se fait vers la fin. Hein. Puis, finalement, on va avoir la suppression des différentes protections comme les backslash, les guillemets qu'on a vus. Fait que le premier dans la liste, là, c'était le développement des accolades. Voyons voir qu'est-ce que c'est capable de faire. Donc, ça ici, c'est encore une fois un bachisme. Ce n'est pas dans la norme POSIX, c'est juste dans la semi-majorité des différents shells qui sont basés sur bash. Donc, souvent, on va avoir une énumération, OK, qui, je veux que ça devienne une liste à partir de l'énumération. OK, donc, j'ai un paquet de fichiers. Les fichiers commencent tous par mes photos, puis là, je les ai numérotés avec des lettres parce que je suis vraiment smart. Fait que j'ai mis A, B, C, D. Fait que là, je voudrais avoir une extension de ça qui me permet de tout gérer automatiquement ces fichiers-là sans avoir à les réécrire au complet de manière manuelle. Fait que les accolades, OK, vont me permettre de faire ça. Donc, il existe trois méthodes différentes, 3 formes d'accolades. Donc, on va avoir une liste de valeurs possibles. Fait que notre première, on a le X, accolade A,B,C, accolade Y. Fait que le principe, c'est que ça commence avec X, ça finit avec Y, puis entre les deux, il y a un caractère qui va être A, B ou C. Puis là, il va me faire l'énumération de ces trois-là. Fait qu'en écrivant ça dans Bash, c'est comme si j'avais écrit ça au long. De la même manière que le globe expand les événements, c'est le même principe. C'est juste que c'est de la substitution directe. On a donc la liste délimitée par des virgules. On va avoir la série
qui va avoir des 2 points, qui va être une série chronologique, soit numérique ou à l'intérieur du code ASCII. Donc, de 1 à 5, ben, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Fait que si j'ai le A accolade 1, 2.5, ben, ça fait A1, A2, A3, A4, A5 automatiquement. Je peux aussi avoir une série avec des pas. Donc, je peux avoir va de 10 à 30 avec un saut de 5. OK, donc typique de boucle et de range. Donc, de 10 à 30, mais avec des sauts de 5 entre chacun. Donc, qu'est-ce qui est accolade? C'est ça qui va faire la différenciation. Puis, on est capable de l'utiliser ainsi. On est capable de les imbriquer à l'intérieur d'une même commande. Fait que le principe, c'est que si je mets plus qu'une accolade, il va faire toutes les permutations de toutes les versions de toutes les accolades possibles. Fait qu'ici, dans l'exemple, j'ai de 1 à 3 et texte ou PNG. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire le 1 texte, 1 PNG, 2 textes, 2 PNG, 3 textes, 3 PNG. OK? Donc, c'est cela multiplié par cela qui va avoir l'expansion de ces différents éléments-là. OK? C'est pas mal ça pour cela. Donc, c'est avant tout le reste. OK? C'est pas directement du globe, donc ça ne fait pas partie du domaine du globe, ça se fait juste avant. C'est une extension, OK, qui s'apparente, mais qui est sa propre affaire. Parfait, parfait, parfait. Puis je pense que c'était ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer avec le principe de paramètres qu'on peut envoyer à nos scripts, puis de variables qu'on peut utiliser autant locales que des variables d'environnement. Donc, rappel, la semaine prochaine, dans les 10-15 premières minutes, on a un deuxième quiz qui va prendre la même forme que le premier. Fait que ça va être ici, juste crayon, OK? Ça va être des choix de réponses sur la matière des dernières semaines, excluant la matière d'aujourd'hui. Bonne journée à tous.